Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Rêve d'amour, le soir où le vicomte Henri de Casales brisa leurs fiançailles devant 120 invités. Isabelle de Lormont ne perdit pas seulement un futur époux, elle découvrit que sa mère, officiellement morte depuis 22 ans, avait signé un registre médical 8 mois après son enterrement. La preuve n'apparut pas dans un cri ni dans une confession théâtrale, mais dans la main gantée du duc Lucien de Montauran, qui entra dans le grand salon au moment exact où Henri déclarait qu'aucun homme honorable ne pouvait lier son nom à une femme issue d'un sang troublé. Le duc ne regarda pas le vicomte. Il s'avança vers Isabelle, posa devant elle un dossier scellé de cire noire, puis demanda avec une douceur qui fit plus peur que la colère : « Mademoiselle, puis-je voir votre main gauche ?» Dans le silence qui suivit, Isabelle retira lentement son gant de balle et chacun vit au creux de sa paume une fine trace rouge laissée par les 3 points brodés du vieux gant de soie qu'elle gardait depuis l'enfance dans son réticule. Le duc pâlit à la vue de cette marque. Alors, il prononça une phrase qui fit reculer la marquise de Casales d'un pas. Ce signe n'appartient pas au Lormont, mais à la femme que l'on a fait mourir pour voler son héritage. Avant d'entrer plus loin dans cette histoire, si les secrets de famille, les amours patients et les vérités longtemps enterrées vous touchent, abonnez-vous doucement à Rêve d'amour. Et dites-moi dans les commentaires, une femme humiliée devant tous doit-elle accepter la réparation qu'on lui offre ou d'abord reprendre elle-même son nom ? Isabelle de Lormont se tenait au centre du salon, comme on se tient au bord d'une falaise sans vouloir offrir à ceux qui regardent le plaisir d'une chute. Elle portait une robe de taffetas crème ancienne mais retouchée avec une précision qui trahissait plus de fierté que de pauvreté, et son visage n'avait pas cette beauté bruyante qui impose le silence aux hommes. Sa force était ailleurs. Elle savait écouter les hésitations, retenir les dates, deviner dans une formule trop polie la pointe d'un couteau. Depuis 3 ans, Henri lui promettait un mariage toujours repoussé par des excuses convenables, une récolte difficile, un procès familial, une indisposition de sa mère, un deuil lointain dont personne ne connaissait vraiment le défunt. Isabelle n'avait pas été naïve au point de croire à toutes ces raisons, mais elle avait voulu croire à la part honnête de l'homme qu'elle aimait. C'était parfois ainsi que les femmes patientes se trahissent elles-mêmes, non par faiblesse, mais parce qu'elles donnent à l'autre le temps de devenir meilleure. Dans son réticule caché sous un mouchoir de batiste, reposait un vieux gant de soie ivoire jauni, au poignet, cousu de 3 points rouges, presque invisibles. Sa mère Émérance de Lormont le lui avait laissé un matin d'hiver en murmurant : « Une main ne se donne jamais par peur, mon enfant. » Elle se choisit. Isabelle avait 6 ans, alors. Le lendemain, on avait emmené Émérance pour une fièvre de l'esprit, et quelques mois plus tard, on avait annoncé sa mort. Henri choisit l'heure des toasts, lorsque les bougies se reflétaient dans les glaces, et que les invités adoucis par le vin étaient disposés à accueillir n'importe quelle cruauté, si elle était formulée avec élégance. Il se leva près de la cheminée de marbre, un sourire triste, déjà préparé au bord des lèvres, et prit la main de mademoiselle Oriane de Ségur, héritière d'une fortune nouvelle que les plus anciens noms de Touraine méprisaient en public et recherchaient en privé. La marquise de Casales, mère d'Henri, observait la scène dans un fauteuil de velours vert, droite, parfumée, à l'iris, les mains croisées, comme une sainte dans un tableau de chapelle. Henri parla d'abord de devoir, puis de prudence, puis de l'avenir d'une maison qu'il ne pouvait exposer à des incertitudes héréditaires. Il ne prononça pas directement le mot folie, mais le salon l'entendit avec une netteté parfaite. Isabelle sentit plusieurs regards se tourner vers elle, non avec compassion, mais avec cette curiosité affamée que les gens, bien élevés, prennent pour de l'intérêt. Mademoiselle de Lormont et moi, conclut Henri, avons compris qu'une promesse d'enfance ne doit pas devenir une faute d'adulte. Ils mentaient. Ils n'avaient rien compris ensemble. Ils venaient de la tuer socialement au moment même où il prétendait l'épargner. Le premier mouvement d'Isabelle fut de baisser les yeux vers ses mains. Elle craignit de voir ses doigts trembler. Ils ne tremblaient pas.
Cette immobilité lui donna plus de courage que toutes les paroles. Elle aurait pu lui demander pourquoi il n'avait pas eu la décence de la prévenir avant d'offrir son humiliation en spectacle. Elle aurait pu rappeler les lettres, les visites, les serments murmurés dans le jardin de sa tante, toutes ces petites preuves qui deviennent ridicules dès que l'un des deux cesse d'y croire. Elle ne dit rien. Le silence parfois est la dernière chambre où une femme conserve son honneur. Henri, gêné par ce calme, ajouta d'une voix plus douce, « Isabelle, je souhaite que vous sachiez que ma considération demeure entière. » Elle releva alors la tête. « Vous auriez pu conserver votre considération, monsieur. Il suffisait de ne pas la rendre publique au moment où vous m'en retiriez les droits. » Quelques éventails s'arrêtèrent. Une vieille dame toussa. Oriane de Ségur eut un sourire satisfait, comme si elle venait d'assister à la preuve que la demoiselle rejetée manquait de soumission. La marquise, elle ne sourit pas. Elle observait Isabelle avec une attention glacée, car elle savait reconnaître une ennemie là où son fils ne voyait qu'une femme blessée. C'est alors que le duc Lucien de Montauran fut annoncé trop tard pour être attendu, trop puissant pour être refusé. Nul ne l'avait invité, ou du moins, personne n'osa prétendre l'avoir fait. Il était entré avec son manteau de voyage, encore poudré de poussière, clair, comme s'il avait traversé la moitié du royaume pour empêcher une phrase d'être prononcée. Les Montauran n'étaient pas seulement riches, ils possédaient des archives anciennes, des idées disputées, des alliances avec des magistrats et cette forme de respect que l'on accorde aux familles capables de ruiner un homme sans élever la voix. Lucien avait un visage sévère, presque fermé, mais ses yeux gris ne s'arrêtaient jamais sur les ornements. Il cherchait les fissures. Il posa son dossier scellé sur une table basse, puis demanda à Isabelle de lui montrer sa main gauche. Henri rit d'un rire bref. « Votre grâce arrive au milieu d'une affaire intime. » Lucien répondit sans le regarder. Les affaires intimes cessent de l'être lorsqu'on les transforme en exécution publique. La phrase resta suspendue au-dessus du salon comme un lustre prêt à se détacher. Isabelle aurait pu refuser. Elle ne connaissait le duc que de réputation, et la réputation des hommes puissants est rarement une preuve de bonté. Pourtant, quelque chose dans sa manière de s'adresser à elle, non à Henri, non à la marquise, l'obligea à considérer sa demande autrement. Il ne lui ordonnait pas. Il attendait. Elle ouvrit son réticule, en sortit le vieux gant ivoire, puis le déplia sous les regards surpris. La salle qui venait de l'avoir humiliée ne savait déjà plus si elle assistait à une rupture ou à un jugement. Elle posa le gant dans sa paume gauche, là où les 3 points rouges du poignet venaient toujours s'imprimer légèrement sur sa peau lorsqu'elle le serrait trop fort. Lucien vit la marque et son visage changea. Ce ne fut pas de la surprise. Ce fut une reconnaissance douloureuse. « Madame votre mère portait-elle ce gant le jour où on l'a conduite à Saint-Aubin ?» demanda-t-il. Isabelle sentit son cœur manquer un battement. Le nom de Saint-Aubin n'avait jamais été prononcé devant elle. On lui avait parlé d'une maison de repos près d'Angers, d'un médecin discret, d'une fin paisible. Mais Saint-Aubin était le nom que sa tante murmurait parfois en dormant avant de se réveiller en pleurant. La marquise se leva avec lenteur. Tout chez elle semblait encore parfaitement maîtrisé, sauf la couleur de ses lèvres, qui venaient de pâlir. « Monsieur le duc, dit-elle remuer les douleurs d'une jeune personne, au soir même d'une rupture, me paraît d'une cruauté singulière. » Lucien ouvrit enfin le dossier. Il en tira un registre, au coin, usé, une note de frais médicaux, et une petite feuille pliée en 4. La cruauté, madame, n'est pas de montrer une plaie, c'est de la couvrir assez longtemps pour qu'elle serve aux intérêts d'autrui. Il lut alors quelques lignes d'une voix claire. Émérance de Lormont, admise à la maison Saint-Aubin, le 17 février 1839, décédée officiellement le 4 septembre de la même année. Puis, 8 mois après cette mort officielle, une autre ligne, traitement calmant, chambre réservée, linge fin, 3 paires de gants, signature, d'Émérance, de Lormont. Les invités ne compriront pas tout de suite. Les salons comprennent lentement ce qui menace leurs habitudes. Isabelle, elle comprit avant eux. Une morte ne signe pas une facture de gants.
Henri protesta aussitôt, parlant d'erreurs, de copies, de noms semblables, de documents mal conservés. Sa voix, qui quelques minutes plus tôt dominait l'assemblée, prenait maintenant des accents de défense. La marquise posa une main sur son bras, non pour le calmer, mais pour l'empêcher de dire trop vite ce qu'il ne savait pas cacher. Isabelle observa ce geste. Elle se souvint d'un autre soir, 2 mois plus tôt, où Henri avait interrompu une phrase au moment où sa mère touchait son poignet de la même façon. À l'époque, elle avait cru à une habitude tendre. Maintenant, elle y voyait une laisse. Lucien replia la note de frais. « Je ne prétends pas dévoiler toute la vérité ce soir. Je dis seulement que l'injure faite à mademoiselle de Lormont repose sur un récit familial qui pourrait être faux. Et si ce récit est faux, alors l'homme qui vient de la rejeter pour préserver son nom vient peut-être de rejeter le seul nom qui pouvait encore sauver le sien. » Henri devint rouge de colère. Oriane de Ségur retira lentement sa main de la sienne. Dans les salons, l'amour cède vite lorsqu'une fortune commence à trembler. Isabelle regarda le duc avec une méfiance lucide. Elle sentait bien qu'il lui tendait une forme de réparation, mais elle n'avait aucune envie d'être déplacée d'une domination à une autre, sous prétexte d'honneur. « Pourquoi avez-vous ces papiers ?» demanda-t-elle. Lucien ne détourna pas les yeux. « Parce que mon père les a conservés au lieu de les dénoncer. » Cette réponse, par sa brutalité même, empêcha le mensonge de s'installer. Plusieurs invités échangèrent en des regards. Le vieux duc de Montauran, mort depuis 5 ans, avait été l'un des hommes les plus influents de la province. Si son nom apparaissait dans cette affaire, l'enquête pouvait détruire plus d'une façade. Isabelle sentit soudain que le dossier ne venait pas la sauver, mais l'entraîner vers un gouffre plus vaste. Lucien ajouta: « Je suis venu ce soir parce que j'ai appris que monsieur de Cazalès comptait utiliser la mémoire de votre mère pour vous rendre indigne. Il a donc ouvert sans le savoir une porte que beaucoup avaient condamnée. » Il se tourna vers l'assemblée et prononça les mots que tout le monde répéta dès le lendemain. « Je réclame la main de mademoiselle de Lormont, non pour la posséder, mais pour qu'aucun homme ici ne puisse plus prétendre qu'elle n'a personne à ses côtés lorsqu'elle choisira de reprendre son nom. » La phrase aurait pu paraître trop hardie, presque scandaleuse, si Lucien l'avait dite avec passion. Il l'a dit avec gravité, comme on prête serment devant un tribunal. Isabelle sentit la chaleur monter à son visage, non par trouble amoureux, mais par indignation et par fatigue. Encore une main, encore un homme qui croyait pouvoir donner une forme publique à son destin. Elle fit un pas vers lui et répondit assez clairement pour que le salon entende. « Votre grâce peut réclamer justice si vos preuves sont vraies. Ma main, elle n'est réclamée par personne. Pas ce soir, pas sous l'effet d'une humiliation, pas même par un duc. » Un silence stupéfait suivit. Lucien inclina la tête. Loin d'être offensé, il sembla presque soulagé. « Vous avez raison, mademoiselle. Alors permettez-moi de corriger ma parole devant ceux qui l'ont entendue. Je vous demande l'honneur de vous aider à choisir lorsque vous saurez tout, sans jamais faire de votre gratitude une dette. » Cette fois, Isabelle ne répondit pas. Elle replia le vieux gant, le glissa contre son cœur, puis quitta le salon sans prendre le bras. Ah, le bras qu'Henri tenta de lui offrir trop tard. Allez. Le lendemain, Tours ne parlait que d'elle. Les uns disaient qu'Isabelle avait perdu un vicomte et gagné un duc dans la même heure, comme si la valeur d'une femme se mesurait à la hauteur du titre qui se penche vers elle. Les autres affirmaient que les Lormont avaient toujours été entourés de bizarreries, que sa mère avait vraiment eu des crises, qu'un registre de médecins ne prouvait rien contre une réputation de 20 ans. La marquise de Cazalès, dans son petit salon gris, reçut dès 10 heures 3 dames influentes et un abbé. Elle ne se plaignit pas. Elle soupira seulement. Elle parla d'une pauvre enfant blessée, d'un duc écrasé par les fautes d'un père, d'une histoire médicale trop ancienne pour être agitée sans danger. Elle savait mieux que personne qu'une rumeur efficace ne doit pas ressembler à une attaque. Elle doit ressembler à un souci. Vers midi, on disait déjà qu'Isabelle s'était laissée manipuler par Lucien de Montauran pour venger une vieille faute de famille. Vers le soir, on ajoutait qu'elle avait toujours gardé ce vieux gant
d'une manière inquiétante comme certaines personnes s'attachent aux reliques de leur désordre. La marquise venait de gagner sa première bataille, elle n'avait pas nié la preuve, elle avait rendu celle qui la portait suspecte. Isabelle se réfugia d'abord chez sa tante, Madame de Sorel, une femme maigre et nerveuse qui l'aimait profondément, mais qui avait appris à survivre en évitant les portes fermées. La vieille maison sentait la cire, le tilleul et les papiers conservés trop longtemps dans des tiroirs humides. Lorsque Isabelle lui parla de Saint-Aubin, sa tante laissa tomber une tasse. Elle voulut nier, puis se mit à trembler si fort qu'Isabelle dut l'asseoir près du feu. « On m'avait juré que tu serais protégée si je me taisais, » murmura Madame de Sorel. « On m'avait dit que ta mère ne savait plus reconnaître les siens, qu'elle signait n'importe quoi, qu'elle pouvait te faire du mal. » Isabelle ne lui reprocha pas tout de suite ce silence. Elle voyait, dans le visage de sa tante, la peur ancienne des femmes à qui l'on a appris que la vérité tue plus sûrement que le mensonge. « Qui vous l'a dit ?» demanda-t-elle. Madame de Sorel ferma les yeux. La marquise de Cazalès et un médecin nommé Villedieu. Le nom fut noté par Isabelle sur un morceau de papier d'une écriture si nette qu'elle en fut presque dure. Elle ne criait pas, elle commençait à enquêter. Lucien se présenta le soir même, mais il ne demanda pas à entrer dans le petit salon où Isabelle parlait avec sa tante. Il resta dans l'antichambre, debout près d'une console, comme un homme capable d'attendre qu'une porte lui soit ouverte sans confondre patience et humiliation. Isabelle le fit venir au bout d'une heure. Il s'inclina devant Madame de Sorel avec respect, puis déposa sur la table une copie du registre de Saint-Aubin. « L'original est en sécurité, dit-il. Vous devez savoir que d'autres chercheront à le faire disparaître. » Isabelle lut les lignes une à une. Les dates ne suffisaient pas. Les signatures, elle l'appelait. Elle remarqua que la première signature d'Émérance, au moment de l'admission, descendait légèrement vers la droite, tandis que celle, figurant 8 mois après la mort officielle, remontait, comme si la main avait appris à se défendre. « Celle-ci n'est pas une main affaiblie, » dit-elle. Lucien se pencha, mais pas trop près. « Vous avez vu cela immédiatement, » elle répondit. « Ma mère me faisait recopier des prières pour m'apprendre à reconnaître les gens impatients. L'impatience change la pente des mots. » Il la regarda alors non comme une demoiselle outragée, mais comme une intelligence qu'il fallait suivre. Ils décidèrent de ne pas attaquer la marquise frontalement. Une femme comme elle avait trop de relations pour tomber sous une simple accusation et trop de grâce pour paraître coupable devant ceux qui avaient intérêt à la croire innocente. Il fallait reconstituer le chemin d'Émérance après sa mort officielle. Saint-Aubin d'abord, puis le lieu où les factures continuaient, puis les personnes qui avaient vu sans comprendre ou compris sans oser. Isabelle insista pour commencer par les domestiques et les fournisseurs. Lucien, habitué aux archives nobles, pensa d'abord aux notaires. Elle secoua la tête. Les notaires écrivent ce que les familles payent pour faire exister. Les blanchisseuses savent ce que les corps ont vraiment porté. Cette phrase le fit taire. Le lendemain, ils envoyèrent 2 demandes différentes. L'une officielle, signée du duc, adressée au directeur de Saint-Aubin. L'autre discrète, confiée à Isabelle elle-même, destinée à retrouver une ancienne lingère nommée Rosalie Bertin. La nuit venue, Isabelle posa le vieux gant sur son chevet. Pour la première fois, elle ne le regarda plus seulement comme un souvenir. Elle se demanda si sa mère y avait caché autre chose qu'une tendresse. La réponse de Saint-Aubin arriva trop vite pour être honnête. Le directeur affirma que les registres anciens avaient été endommagés par une fuite d'eau, que les notes de frais pouvaient contenir des erreurs et que Madame Émérance de Lormont était bien décédée dans l'établissement paisiblement sans jamais avoir réclamé sa fille. Cette dernière précision blessa Isabelle plus que le reste, justement parce qu'elle était inutile. On n'ajoute pas une cruauté gratuite à un document administratif lorsqu'on n'essaie pas d'atteindre quelqu'un. Lucien voulut envoyer un huissier immédiatement. Isabelle refusa. Ils ont préparé cette réponse parce qu'ils savaient que vous viendriez par la grande porte. La petite porte
n'a peut-être pas encore été fermée. Elle se rendit donc, vêtue simplement, dans un quartier proche des quais où les femmes lavaient le linge des maisons riches, dans une buée de savon et d'eau froide. Rosalie Bertin vivait au-dessus d'une échoppe de cordonnier, presque aveugle, entourée de draps reprisés. Au nom de Lormont, elle fit semblant de ne pas entendre. Au nom de Saint-Aubin, elle demanda à Isabelle de partir. Puis Isabelle sortit le gant ivoire. La vieille femme tendit la main sans toucher l'objet, comme si le tissu pouvait brûler. Le pied, elle le cherchait toujours, dit-elle enfin. Même quand on lui attachait les poignets pour la calmer, elle demandait son gant gauche. Isabelle sentit l'air quitter sa poitrine. Elle ne savait pas ce qui était le plus terrible, imaginer sa mère attachée, ou apprendre qu'on avait appelé cela la calmer. Rosalie parla par fragments. Émérance n'était pas folle, mais on la faisait passer pour instable, parce qu'elle refusait de signer une renonciation concernant le domaine de Mercœur-Terre hérité par les femmes Lormont et convoité depuis longtemps par les Casalès. Un jour après une visite de la marquise, on avait déclaré Émérance morte. Pourtant, Rosalie l'avait revue 3 mois plus tard dans une voiture fermée, les cheveux coupés, le visage couvert d'un voile. Elle partait vers un ancien prieuré près de Chinon où l'on gardait des femmes sous des noms de saison, Madame d'hiver, Madame de juin, Madame d'octobre. Votre mère était Madame d'avril, murmura Rosalie. Puis elle ajouta une phrase qui ouvrit un nouveau gouffre. Elle n'était pas seule, il y avait aussi une Montauran. Isabelle rentra chez sa tante avec cette révélation comme une pierre sous les côtes. Une Montauran. Le nom de Lucien soudain se trouvait dans la même obscurité que le sien. Lorsqu'elle lui rapporta les paroles de Rosalie, il devint si pâle qu'elle craignit de le voir tomber. « Ma tante Clémence, dit-il après un long silence, on m'a toujours dit qu'elle était morte au couvent avant ma naissance. Mon père refusait que son portrait fût accroché. Il passa une main sur son visage, geste, bref, presque violent, puis se reprit. Si Clémence était enfermée avec votre mère, alors mon père n'a pas seulement conservé des preuves, il a peut-être acheté le silence qui protégeait son propre héritage. Isabelle entendit dans sa voix autre chose que la honte. Elle entendit la peur de devenir, malgré lui, l'héritier d'un crime. Un homme moins honnête aurait reculé à cet instant, aurait parlé de prudence, de réputation, de délai nécessaire. Lucien, lui, se redressa. Nous irons à Chinon. Mais avant, je dois vous dire ceci. Si la vérité réduit mon nom, je ne vous demanderai pas de le ménager. Elle le crut presque. Puis elle se rappela qu'elle avait cru Henri pendant 3 ans. La confiance, désormais, ne pouvait plus naître d'une belle phrase. Elle devrait être construite par les actes. La marquise comprit qu'ils approchaient du prieuré avant même qu'ils n'y arrivent. Sa deuxième contre-attaque fut d'une délicatesse parfaite. Elle fit remettre à Madame de Sorel une lettre attribuée à Émérance, écrite d'une main tremblée, dans laquelle la mère d'Isabelle semblait supplier sa sœur de ne jamais laisser sa fille la voir. Mon esprit n'est plus sûr, disait la lettre. Si Isabelle m'approche, je la détruirai comme je détruis tout ce que j'aime. Madame de Sorel s'effondra en la lisant. Pendant des années, cette possibilité l'avait hantée, avoir protégé Isabelle contre une vérité, non contre un mensonge. La lettre aurait pu briser leur élan si Isabelle n'avait pas remarqué une erreur minuscule. Émérance appelait toujours sa sœur « ma petite Aline » dans les lettres anciennes, bien que Madame de Sorel fût l'aînée. C'était une plaisanterie d'enfance. Dans cette nouvelle lettre, on lisait « ma chère Aline ». Rien de faux pour un étranger, tout de faux pour une fille attentive. Isabelle posa le papier sur la table. On a imité sa peur, pas sa tendresse. Cette phrase ramena Madame de Sorel à elle-même. La marquise avait voulu retourner l'amour familial contre la vérité. Elle venait seulement de révéler qu'elle possédait quelque part de vrais modèles d'écriture, d'Émérance. Le voyage vers Chinon ne ressembla pas à une fuite romanesque. Isabelle partit dans une voiture modeste accompagnée de sa tante, tandis que Lucien suivait à distance, avec 2 hommes de confiance pour ne pas attirer l'attention sur elle. Ce choix venait d'elle. Elle ne voulait pas arriver dans l'ombre d'un duc, car les témoins pauvres parlent rarement, librement, lorsque la puissance descend de voiture avant la vérité. Sur la route, Madame de Sorel raconta enfin ce qu'elle avait eu.
Émérance, avant son enfermement, avait découvert qu'un acte de renonciation au domaine de Mercœur avait été préparé avec une signature presque parfaite. Elle voulait le dénoncer, mais elle avait aussi découvert un nom Montauran dans les garanties financières de Saint-Aubin. Puis, elle disait que 2 maisons avaient mis leurs mains dans le même gant, murmura la tante. Je n'ai jamais compris. Isabelle ouvrit son réticule et regarda le vieux gant. 2 maisons dans le même gant. La phrase semblait étrange, presque folle, jusqu'à ce qu'elle pense aux 3 points rouges. Et si ces points n'étaient pas seulement une marque de couture, et si chacun correspondait à un nom, une maison, un lieu? Au prieuré de Chinon, on leur opposa d'abord une douceur administrative. La sœur portière femme au visage lisse affirma que l'établissement n'avait jamais reçu de femmes sous des noms de saison, qu'il avait seulement accueilli des veuves nerveuses, des parentes fatiguées, des âmes ayant besoin de silence. Le mot silence revint trop souvent. Isabelle demanda à voir les registres de linge, non les registres des pensionnaires. La sœur parut surprise. Les registres de linge n'avaient pas été purgés justement parce que personne n'imagine que le drap d'une femme puisse témoigner mieux que son nom. Ils trouvèrent Madame d'Avril inscrite pendant 9 ans. Chaque printemps, on lui remettait du fil rouge, des gants fins et du papier à musique. Une autre pensionnaire, Madame de Brume, recevait des livres en grand format à cause d'une vue faible. Lucien reconnut là sa tante Clémence, célèbre dans la famille, pour avoir perdu la vue jeune. Mais le registre s'arrêtait brutalement. Les 2 femmes avaient quitté le prieuré le même jour, non pour mourir, mais pour être transférées à une adresse notée par 3 initiales SV. Isabelle sentit le gant se froisser dans sa main. Mercœur, Saint-Aubin, Villedieu. Ou, autre chose encore, une ancienne sœur converse, que l'on croyait sourde, leur donna la première clé. Elle attendit que la portière s'éloigne pour glisser dans la main d'Isabelle un morceau de carton coupé dans une boîte de remède. Au dos, 3 mots étaient écrits d'une main abîmée. La serre verte. Rien de plus. La vieille sœur refusa de parler, mais ses yeux allèrent vers le gant, avec une insistance désespérée. Isabelle comprit qu'Émérance avait confié des traces à toutes celles qui risquaient moins en gardant un objet pauvre qu'en gardant une lettre. La serre verte était une dépendance abandonnée du domaine de Mercœur où sa mère cultivait autrefois des plantes médicinales. Henri lui avait proposé, avant leur rupture, de vendre ce domaine pour simplifier leurs futures affaires. Elle avait refusé sans vraiment savoir pourquoi attacher à un souvenir qu'elle ne possédait presque plus. Maintenant, ce refus prenait une valeur nouvelle. Sur le chemin du retour, un cavalier les suivit jusqu'à la sortie du village. Lucien aurait pu ordonner une poursuite. Isabelle lui demanda de ne pas le faire. « S'ils nous suivent, dit-elle, c'est qu'ils ne savent pas encore ce que nous avons compris. Laissons-leur cette ignorance une journée de plus. » La serre verte était à moitié envahie par les ronces. Les vitres manquaient par endroits, les tables de culture étaient fendues et l'air gardait malgré tout une odeur de terre humide et de feuilles sèches. Isabelle y entra seule d'abord. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, mais elle savait comment sa mère cachait les choses. Émérance n'aurait pas confié sa vérité à un coffre visible ni à une pierre dramatique sous laquelle tout enfant curieux aurait pu fouiller. Elle aimait les gestes utiles. Isabelle inspecta les pots cassés, les étiquettes de plantes, les vieux fils de tuteurage suspendus au montant. Sur l'un d'eux, 3 nœuds avaient été faits avec du fil rouge exactement comme les 3 points du gant. Lucien restait à l'entrée, demanda seulement « Puis-je approcher ?» Elle répondit « Oui ». Ensemble, ils défirent les nœuds. Un petit cylindre de verre tomba d'un creux de bois roulé dans un chiffon huilé. À l'intérieur se trouvait une bande de papier presque transparente, couverte de noms de femmes, de dates et d'une phrase incomplète. Si Isabelle lit ceci, qu'elle ne donne pas sa main avant de savoir qui l'a déjà vendue.
La phrase frappa Isabelle d'une violence froide. Qui avait vendu sa main? Son père, sa tante, Henri, la marquise. Lucien lut le papier sans le toucher, comme s'il craignait que sa propre présence l'altère. Les noms confirmaient l'existence d'un réseau discret où des femmes gênantes étaient déplacées, renommées, déclarées malades ou mortes pour faciliter des héritages. Mais l'une des dates concernait Isabelle elle-même. À l'âge de 7 ans, un contrat avait prévu qu'elle serait fiancée à Henri de Cazalès en échange de l'abandon progressif des droits Lormont-sur-Mercœur. Autrement dit, ces fiançailles n'avaient peut-être jamais été une promesse d'amour entre deux familles proches. Elles étaient une serrure. Tant qu'Henri l'épousait sous contrôle, la terre passait au Cazalès. S'il la rejetait pour cause de sang, troublée, sa capacité à contester l'acte devenait douteuse. Dans les deux cas, elle perdait. Isabelle resta longtemps immobile, puis elle dit d'une voix presque sans timbre : « Il n'a pas rompu nos fiançailles, il a seulement changé la méthode du vol. » Lucien ferma les yeux, et ce silence pour une fois fut plus éloquent qu'une promesse. La troisième contre-attaque de la marquise arriva le soir même. Rosalie Bertin disparut. On retrouva sa chambre ouverte, ses draps au sol, et le vieux cordonnier du rez-de-chaussée affirma qu'une voiture portant des lanternes bleues était venue avant l'aube. Dans la poche d'un manteau laissé derrière elle, Isabelle trouva une petite enveloppe vide avec son propre nom écrit dessus. La marquise venait de lui envoyer un message sans une seule phrase. Les témoins pouvaient être déplacés comme les femmes d'autrefois. Madame de Sorel voulut supplier Isabelle de s'arrêter. Lucien fit placer des hommes aux routes principales. Mais il était déjà trop tard. 1 heure plus tard, Henri se présenta chez Madame de Sorel, défait les yeux, cerné sans l'assurance du salon. Il demanda à voir Isabelle seule. Elle accepta, mais laissa la porte ouverte. Henri sembla remarquer l'humiliation de cette précaution, et peut-être la mérita-t-il assez pour ne pas protester. « Ma mère est allée trop loin, » dit-il. Isabelle répondit : « Votre mère a marché longtemps. Vous venez seulement de voir jusqu'où mène la route. » Henri prétendit vouloir l'aider. Il affirma qu'il n'avait pas su pour Émérance, ni pour Rosalie, ni pour le prieuré. Il reconnut toutefois avoir accepté de rompre publiquement pour protéger la fortune de sa maison et hâter son union avec Oriane de Ségur. Sa franchise tardive n'avait rien de noble. Elle ressemblait à la panique d'un homme qui sent la maison brûler et cherche la porte du côté des victimes. Il donna néanmoins un renseignement utile. La marquise gardait dans son cabinet un agenda à couverture grise où elle notait non les crimes, mais les rendez-vous avec ceux qui les rendaient possibles. Elle n'écrit jamais les noms entiers, dit Henri, seulement des initiales. Mais il y a un signe pour les affaires dangereuses, une petite main dessinée en marge. Isabelle comprit aussitôt pourquoi sa mère parlait d'une main vendue. La main n'était pas seulement la sienne, c'était le signe d'un marché, un code entre famille et notaire. Elle demanda à Henri pourquoi il lui disait cela. Il regarda le sol. « Parce qu'elle me sacrifiera aussi si je deviens inutile. » Isabelle eut presque pitié de lui, mais cette pitié ne ressemblait plus à de l'amour. « Vous ne cherchez pas la vérité, Henri. Vous cherchez un abri. Ce n'est pas la même chose. » Lucien écouta ensuite le récit d'Isabelle sans interrompre. Lorsqu'elle lui parla de l'agenda gris, il comprit que le prochain pas serait dangereux. Entrer chez la marquise sans preuve suffisante reviendrait à lui permettre de les accuser de persécution. Attendre trop longtemps pouvait condamner Rosalie. Isabelle proposa alors de tendre un piège plus subtil. Le vieux contrat de fiançailles contenait une clause encore inconnue d'Henri. Si Isabelle était déclarée inapte au mariage, par fragilité héréditaire, la gestion de Mercœur passerait à un conseil désigné par les Cazalès. La marquise avait besoin d'un avis médical pour achever le vol. « Elle fera revenir Villedieu, » dit Isabelle. « Et si Villedieu revient, il apportera peut-être son propre registre. » Lucien la regarda avec une inquiétude qu'il ne cherchait plus à cacher. « Cela signifie que vous devrez vous exposer à être examiné, insulté, peut-être déclaré instable devant des témoins. » Elle répondit « Pour. Depuis que ma mère a été enfermée, ma famille vit sous un diagnostic écrit par des hommes qui n'ont jamais écouté les femmes. J'irai, mais cette fois j'écouterai aussi ce que leurs plumes disent d'eux.
L'examen fut organisé dans un salon de l'hôtel Casalès sous prétexte d'apaisement familial. La marquise avait convoqué le docteur Villedieu, maître Arnaud, notaire complaisant, et 2 parents éloignés, choisis pour leur prudence lâche. Lucien exigea d'être présent, mais Isabelle lui demanda de rester derrière elle, non à côté. « S'ils voient votre colère avant ma lucidité, ils diront que vous me soufflez mes réponses. » Il accepta. Le docteur Villedieu était un homme sec aux mains longues qui regardait Isabelle comme un dossier déjà rempli. Il lui posa des questions sur ses rêves, sa mère, sa tendance à conserver des objets anciens. Il demanda pourquoi une jeune femme raisonnable gardait dans son réticule un vieux gant jauni. Isabelle sortit le gant et le posa sur la table. Et parce que les objets que les hommes jugent inutiles survivaient parfois mieux que leurs certificats. La marquise sourit légèrement. Villedieu écrivit une note. Isabelle observa la plume. Elle remarqua que le médecin ne formait pas les « L » comme dans la signature ancienne du dossier de Saint-Aubin. Il n'avait donc pas signé l'admission d'émérance, mais il formait les « V », exactement comme sur la lettre fausse attribuée à sa mère. Le piège venait de révéler autre chose. Villedieu n'était pas le premier médecin du mensonge, il était le faussaire des souvenirs. Et, au moment où Villedieu s'apprêtait à conclure à une sensibilité dangereuse, Isabelle demanda l'autorisation de lire une phrase de sa mère. La marquise hésita, puis accepta certaine que toute émotion servirait l'accusation. Isabelle sortit la fausse lettre et lut « Mon esprit n'est plus sûr ». Sa voix resta stable. Puis, elle sortit une vieille recette écrite par Émérance, conservée par Madame de Sorel, et lut « Mon esprit court plus vite que mes mains, pardonnez les tâches ». Elle plaça les 2 papiers côte à côte. « Docteur, dit-elle, vous avez imité la peur d'une femme que vous ne connaissiez pas assez pour imiter son humour. » Villedieu devint blême. La marquise comprit le danger et tenta d'interrompre la séance. Lucien ne bougea pas encore. Il attendait qu'Isabelle aille jusqu'au bout. Elle demanda ensuite au médecin pourquoi dans une lettre supposée, écrite par une femme enfermée, à Saint-Aubin, le papier portait le filigrane d'un fabricant qui n'existait pas avant 1846, soit 7 ans après l'enfermement. Cette fois, maître Arnaud se leva brusquement. Les 2 parents reculèrent. La marquise venait de perdre une bataille devant ses propres témoins, mais elle n'était pas vaincue. En quittant le salon, elle se pencha vers Isabelle et murmura « Vous êtes habile. Votre mère l'était aussi. Cela ne l'a pas empêchée de finir seule. » Isabelle reçut la phrase sans ciller, puis répondit « Peut-être, mais elle a fini en laissant assez de lumière pour que je voie votre visage. » Lucien, qui avait entendu, fit un pas, mais Isabelle leva légèrement la main. Ce n'était pas à lui de répondre. Dehors, pourtant, sa force se fendit. Dans la voiture, elle ne pleura pas, mais sa respiration devint courte. Lucien s'assit en face d'elle, les mains ouvertes, sur ses genoux, sans chercher à la toucher. « Dites-moi ce dont vous avez besoin, » murmura-t-il. Elle répondit après un long moment, « Que personne ne m'explique pourquoi je devrais être fière, alors que j'ai seulement envie d'être fatiguée. » Il acquiesça. « Alors soyez fatigué. Je monterai la garde contre le reste. » Cette phrase simple resta entre eux comme une couverture posée sur une épaule sans l'enfermer. Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis la rupture, elle s'autorisa à ne pas paraître digne pendant quelques minutes. La disparition de Rosalie les força cependant à reprendre la route. Grâce à un palefrenier qui avait reconnu les lanternes bleues, ils apprirent que la voiture était partie vers une propriété secondaire des Casalès appelée le pavillon des Aulnes. Henri, pressé par la peur, et peut-être par un reste de conscience, leur remit un plan ancien. Il avertit qu'une chambre basse près de l'ancienne orangerie servait autrefois à enfermer les personnes qu'il ne fallait pas montrer aux invités. Isabelle sentit la nausée monter. Tout revenait toujours au même lieu, les pièces propres au-dessus, les chambres basses dessous la politesse, au salon, l'effacement derrière les murs. Elle voulut accompagner Lucien. Il refusa d'abord, puis se reprit avant qu'elle n'ait à lutter. « Pardon, je voulais dire que je préférerais vous savoir loin, non que j'ai le droit de vous l'imposer. » Elle le regarda surprise, malgré elle. Les hommes apprennent rarement en pleine peur. Lucien apprenait.
Elle accepta qu'il entre le premier si un danger physique se présentait, mais exigea de parler elle-même à Rosalie si on la trouvait. Les témoins ne sont pas des coffres que l'on transporte, dit-elle, ce sont des personnes qui décident encore de ce qu'elles peuvent donner. Rosalie fut retrouvée vivante, enfermée dans la chambre, basse, faible mais lucide. Elle n'avait pas été battue. La marquise n'était pas grossière, jusque dans la violence. Elle avait envoyé du pain, de l'eau, une couverture et une menace claire. Si Rosalie parlait encore, son petit-neveu serait accusé de vol et envoyé aux travaux forcés. La vieille Gère tremblait en voyant Isabelle. « Je vous avais dit que les morts des riches mangent les pauvres, souffla-t-elle. Isabelle s'agenouilla devant elle. Alors, nous ne laisserons plus les pauvres porter seuls les morts des riches. Rosalie sortit de sa manche un bouton de nacre. Il paraissait insignifiant, mais elle expliqua qu'il venait de l'habit du docteur qui avait conduit Émérance au prieuré. Sur le revers, une initiale minuscule était gravée non V pour Villedieu, mais Monsieur Montauran. Lucien le prit comme on reçoit une condamnation. Son père ou un homme portant sa livrée avait donc été présent lors du transfert. Le passé ne se contentait pas de salir sa maison de loin. Il entrait dans la chambre avec un bouton. De retour à Montauran, Lucien fit ouvrir les anciennes armoires de livrée et les registres de dépenses de son père. Ce fut une scène sans éclat public, mais d'une violence intime. Les domestiques âgés se souvenaient encore du vieux duc comme d'un maître dur, mais juste formule commode qui permet de ne pas examiner ce que la dureté a couvert. Dans un registre de 1840, Isabelle trouva l'achat de 3 habits de voyage pour des hommes envoyés aux affaires d'Avril. Avril, le nom donné à Émérance au prieuré. Plus loin, une note indiquait un paiement à Villedieu pour tranquillité prolongée. Lucien resta longtemps devant la page. Il aurait pu la déchirer. Il aurait pu dire qu'un mort ne peut se défendre. Il referma simplement le registre et demanda que 2 copies certifiées soient établies. Ce geste, plus que toute déclaration, commença à déplacer quelque chose en Isabelle. Il ne choisissait pas entre son nom et la vérité. Il les mettait face à face et acceptait que l'un d'eux tombe si nécessaire. Lorsqu'elle lui dit cela, il répondit « Un nom qui ne supporte pas la vérité n'est qu'un costume ». La marquise tenta alors son coup, le plus dangereux. Elle fit convoquer une audience privée du Conseil des familles, instance provinciale, capable de statuer sur la gestion de Mercœur et sur la validité des engagements anciens. Le lieu choisi n'était pas un bal, mais la grande salle de lecture de l'abbaye Saint-Martin, avec ses hautes fenêtres, ses tables longues, ses portraits d'évêques morts et ses armoires de parchemin. C'était un décor de respectabilité, donc un terrain favorable aux mensonges polis. La marquise voulait faire déclarer Isabelle trop influençable pour gérer seule les biens Lormont. Elle ne demandait pas son enfermement. Elle demandait une tutelle douce, temporaire, raisonnable. Les mots les plus dangereux portent souvent des gants blancs. La veille de l'audience, Isabelle ne dormit presque pas. Elle marcha dans la chambre de sa mère, le vieux gant dans la main, puis décousit enfin, avec une aiguille fine, l'ourlet intérieur où les 3 points rouges étaient fixés. Elle n'y trouva pas de lettres. Elle y trouva 3 fils d'épaisseur différentes noués chacun autour d'un minuscule fragment de papier si serré qu'il ressemblait à de la poussière. Sur le premier était écrit « Avril ». Sur le deuxième, « Main ». Sur le troisième, « Serre ». La preuve ne donnait pas encore la phrase complète, mais confirmait que sa mère avait voulu guider sa fille par étapes. À l'audience, la marquise fut admirable. Elle parla peu, avec tristesse, laissant aux hommes prudents le soin de paraître sévère à sa place. Le docteur Villedieu, malgré l'épisode du papier filigrané, prétendit que l'intelligence d'Isabelle rendait son trouble plus dangereux encore. Mais certaines femmes, dit-il, savent organiser leurs obsessions avec une logique séduisante. La phrase fit murmurer plusieurs conseillers. Isabelle sentit la honte ancienne de sa mère venir frapper contre sa poitrine. On avait sans doute dit la même chose d'Émérance. Lucien voulut se lever, mais elle posa la main sur la table. Pas encore. La marquise présenta ensuite
Le vieux contrat de fiançailles, transformant l'abandon d'Henri en sacrifice noble, il aurait renoncé à une union profitable pour éviter que la fragilité des Lormont ne contaminât une lignée déjà éprouvée. Henri Pal confirma d'abord d'une voix basse, puis il croisa le regard d'Isabelle. Il y vit non de la supplication, mais le calme terrible de quelqu'un qui ne vous demande plus rien. Ce fut peut-être cela qui lui fit honte. Quand le président lui demanda s'il maintenait que la rupture venait de sa seule prudence, Henri hésita. La marquise tourna lentement la tête vers lui. Henri ne devint pas un héros. Il ne sauva pas Isabelle. Il fit seulement trop tard une chose exacte. Il déclara que sa mère avait préparé les mots de la rupture, choisi l'heure, invité. Oriane de Ségur pour rendre le remplacement visible et exiger que la mention du sang troublé fût prononcée devant témoins. « Je l'ai fait, dit-il. Je ne mérite pas qu'on m'en retire la faute, mais je n'en ai pas inventé la phrase. » La salle se crispa. La marquise ne perdit pas son sourire, mais ses doigts se fermèrent sur son mouchoir. Elle répondit que son fils, sous le choc, cherchait à plaire à la femme qui l'avait blessé. Puis, elle produisit une dernière pièce, un document signé par Émérance elle-même, renonçant à Mercœur et demandant que sa fille ne fût jamais instruite de ses droits afin de la protéger d'une folie héréditaire. Le document était terrible parce qu'il semblait authentique. L'écriture descendait légèrement vers la droite, comme celle de l'admission. Isabelle sentit son sang se retirer de son visage. Si cette renonciation était vraie, toute l'enquête changeait de sens. Sa mère avait-elle consenti? Avait-elle cédé? Ou avait-on trouvé le moyen de lui faire écrire sa propre disparition? Le conseil voulut suspendre l'audience pour examiner l'acte. Isabelle demanda qu'on la laissât le lire entièrement. Sa voix tremblait pour la première fois, mais elle ne cacha pas ce tremblement. Elle lut chaque ligne, chaque formule juridique, chaque répétition. Puis son regard s'arrêta sur un détail presque ridicule. Émérance avait écrit le prénom de sa fille, Isabelle, avec 2 L dans tout ce qui venait d'elle par une fantaisie familiale ancienne. Isabelle disait-elle parfois parce qu'une L ne suffisait pas pour voler. Dans l'acte, le prénom était correctement orthographié. Toute la salle aurait pu rire d'une preuve aussi intime. Isabelle leva pourtant le vieux gant. Ma mère pouvait être terrifiée, malade, prisonnière, épuisée. Elle pouvait céder sous la menace. Mais jamais elle n'aurait écrit mon prénom comme un notaire. Le président fronça les sourcils. Ce n'était pas assez. Alors Isabelle défit les 3 fils cachés dans le gant et montra les fragments Avril, Mincère. Ces 3 mots nous ont menés au prieuré, au code du contrat à la serre où se trouvait la liste. Une femme qui préparait secrètement le retour de sa fille ne signait pas volontairement son effacement. Lucien se leva alors et déposa le bouton de nacre, gravé du M, le registre des habits de voyage et la note de paiement à Villedieu. Je remets également, dit-il, les pièces qui engagent la maison de Montauran. Si mon père a couvert ou facilité la disparition d'Émérance, de Lormont, je demande que cela soit inscrit au même dossier que les fautes des Casalès. Un frémissement parcourut la salle. On n'avait pas l'habitude de voir un duc apporter lui-même la preuve qui pouvait réduire son héritage moral. La marquise comprit qu'elle devait maintenant frapper non Isabelle, mais Lucien. « Quelle noblesse, votre grâce, dit-elle doucement, ou quelle habile manière de faire croire à mademoiselle de Lormont que vous êtes différent des hommes qui ont marchandé sa main. » Isabelle sentit la phrase chercher son cœur. Elle n'était pas sans force. Un amour naissant peut être blessé par une vérité ancienne avant même d'avoir reçu un nom. Lucien ne répondit pas à la marquise. Il se tourna vers Isabelle. « Vous avez le droit de douter de moi. Je ne vous demande pas de me défendre pour me remercier. » Cette phrase, prononcée devant tous, lui rendit une liberté que la marquise voulait transformer en soupçon. Le coup final ne vint pourtant ni du duc, ni d'Isabelle. Il vint de Rosalie Bertin, entrée soutenue par Madame de Sorel, avec dans les mains une petite boîte de fer blanc que la vieille lingère avait cachée pendant 20 ans sous les lattes de son plancher. Elle l'avait gardée non par courage constant, mais par peur de la jeter. À l'intérieur se trouvaient des chutes de tissu, des étiquettes de linge et une page de comptabilité de Saint-Aubin où les pensionnaires étaient désignés par des noms de saison. En bas de la page, une note ajoutée à la hâte disait « Avril refuse la main. Employez le modèle préparé. » Le modèle préparé. Ces 3 mots
firent s'effondrer la renonciation. On n'avait pas obtenu la signature d'émérance. On avait préparé un modèle, puis copié ce qu'il fallait pour transformer son refus en consentement. Le docteur Villedieu tenta de quitter la salle. Lucien l'arrêta d'un regard et de 2 hommes placés près de la porte. La marquise, pour la première fois, ne sourit plus. Son visage ne devint pas laide, il devint nu. Interrogée sur la note, la marquise tenta d'abord le mépris. Elle parla de lingères confuses, de vieux papiers sortis d'une boîte sans valeur, de jeunes femmes qui manipulent les souvenirs des pauvres pour atteindre les familles établies. Puis Isabelle s'approcha de la table, prit le gant et posa les 3 fils rouges à côté de la note. Vous avez toujours cru que les choses petites ne comptaient pas, madame. Un gant, un bouton, un registre de linge, une faute dans un prénom, un mot écrit en marge. C'est ainsi que vous avez survécu. Vous avez mis vos crimes dans ce que les hommes importants ne regardent jamais. La marquise la fixa avec une haine calme. « Et vous croyez que cela vous rendra votre mère ?» demanda-t-elle. Isabelle sentit la question lui traverser le corps. Pendant 1 seconde, elle redevint l'enfant qui attendait une porte ouverte. Puis, elle répondit « Non, mais cela me rend la vérité de son amour, et cela suffit pour que vous ne puissiez plus l'utiliser contre moi. » C'est toi. Le président ordonna la saisie des pièces, l'arrestation de Villedieu, la mise sous contrôle des biens Casalès liés à Mercœur et l'ouverture d'une enquête sur Saint-Aubin, le prieuré et les complicités Montauran. La marquise ne cria pas lorsqu'on lui retira ses papiers. Elle demanda seulement à remettre ses gants. Le geste était presque comique et pourtant il glaça Isabelle. Même vaincue, cette femme voulait que ses mains restent propres aux yeux du monde. Avant de sortir, elle s'approcha d'Henri. Il baissa la tête, attendant peut-être une malédiction ou une dernière consigne. Elle ne lui donna ni l'une ni l'autre. Elle le regarda comme on regarde une lettre devenue inutile après avoir été lue par l'ennemi. « Vous aviez une seule tâche, dit-elle, paraître honorable. Même cela vous a fatigué. » Henri chancela. Il venait de perdre sa mère, autrement que par la justice, il découvrait qu'il n'avait jamais été aimé que comme instrument. Isabelle le vit et ne se réjouit pas. La douleur d'autrui ne rend pas la sienne plus légère. Elle passa près de lui sans s'arrêter. Il murmura son prénom. Elle répondit seulement « Ne le prononcez plus comme si vous y aviez encore une place. » Puis, elle sortit de la salle de lecture non triomphante mais debout. On pourrait croire que la paix commence lorsque le mensonge tombe. C'est rarement vrai. La vérité, lorsqu'elle arrive après 22 ans, entre dans une maison comme une armée. Elle ouvre les placards, renverse les portraits, oblige chacun à changer de place. Isabelle récupéra d'abord Mercœur sur le papier, mais il lui fallut des semaines avant d'oser y dormir. La serre verte fut nettoyée sans être restaurée tout de suite, car elle ne voulait pas effacer trop vite le lieu qui avait gardé la voix de sa mère. Saint-Aubin fut inspecté, le prieuré fermé, plusieurs dossiers réouverts. Des familles respectables découvrirent que leurs héritages reposaient sur des femmes dont les noms avaient été remplacés par des saisons. La justice avança, lentement, trop lentement, pour les cœurs, mais assez pour que la peur changeât de camp. Villedieu parla pour sauver ce qui pouvait l'être. Maître Arnaud livra des copies. La marquise fut assignée à résidence dans un domaine lointain avant son procès. Privée de correspondance libre, condamnée surtout à voir son nom attaché à la mécanique qu'elle avait rendue élégante. Ceux qui l'avaient autrefois imitée prétendirent ne l'avoir jamais comprise. Isabelle, elle dut apprendre à vivre après avoir été crue. Cela semble simple seulement pour ceux qui n'ont jamais passé des années à sentir que leurs paroles arrivent toujours trop tard. Les premiers jours, chaque marque de respect la fatiguait. Les dames qui l'avaient regardée comme une curiosité venaient maintenant lui parler de courage, et elle devait se retenir de leur demander où se trouvait ce courage lorsque Henri prononçait les mots préparés par sa mère. Madame de Sorel pleurait beaucoup, demandait pardon souvent, et Isabelle n'avait pas toujours la force de la consoler. Elle comprit alors une chose difficile, aimer quelqu'un ne signifie pas
lui enlever immédiatement la honte qu'il doit traverser. Sa tante avait eu peur, elle avait obéi, elle avait protégé Isabelle avec les outils des lâches parce qu'on ne lui en avait pas laissé d'autres. Isabelle finit par lui dire « Je ne peux pas encore vous absoudre de votre silence, mais je ne veux pas vous perdre une seconde fois à cause de lui. » Ce fut leur manière imparfaite de recommencer. Elles rouvrirent ensemble les malles d'Émérance, retrouvèrent des partitions, des recettes de plantes, des mouchoirs brodés et un portrait où Isabelle enfant dormait sur les genoux de sa mère avec 3 boucles mal attachées. Lucien ne réclama rien pendant cette période. Il vint parfois à Mercœur pour les documents, puis repartait avant le dîner si Isabelle ne l'invitait pas à rester. Une fois, il la trouva dans la serre assise sur une marche, le gant d'Émérance posé devant elle. Elle venait de comprendre que sa mère avait vécu 9 ans au prieuré, puis peut-être 6 années encore dans une petite maison dont on cherchait la trace toujours assez près pour que les saisons de Touraine fussent les mêmes, trop loin pour qu'une fille puisse courir jusqu'à elle. « Je ne sais pas quoi faire de tout ce temps perdu, » dit Isabelle. Lucien resta debout à 2 pas. Peut-être rien aujourd'hui, peut-être seulement refuser que quelqu'un vous demande d'en faire tout de suite une leçon. Elle le regarda. Henri autrefois aurait cherché une phrase charmante ou un serment inutile. Lucien offrait un espace. C'était moins brillant et plus rare. Elle lui demanda alors s'il regrettait d'avoir ouvert les archives de son père. Il répondit « Tous les jours, et tous les jours, je sais que c'était nécessaire. » Cette honnêteté sans beauté facile la toucha profondément, pour prouver que sa parole n'était pas seulement courageuse devant un conseil. Lucien fit ce qu'aucun Montauran n'avait fait avant lui. Il publia un inventaire complet des paiements suspects de son père, créa un fonds pour les femmes retrouvées ou leurs descendants et renonça publiquement à toute prétention sur les terres dont l'acquisition avait été facilitée par un enfermement ou une fausse renonciation. Ses cousins le traitèrent d'insensé. Des journaux le louèrent d'abord, puis se lassèrent lorsqu'ils comprirent que son geste n'était pas une posture, mais une perte réelle. Il vendit une propriété de chasse, ferma un salon politique et accepta que le nom Montauran fût cité dans l'enquête, non comme sauveur, mais comme maison impliquée. Isabelle lut cette déclaration seule dans la chambre de sa mère. Elle ne pleura pas. Elle posa simplement la main sur le papier, là où le nom de Lucien apparaissait sous une phrase de responsabilité. Il ne demandait pas à être aimé pour ce qu'il réparait. Il acceptait d'être diminué par la vérité. C'était peut-être la première forme d'amour qu'elle pouvait respecter. Henri écrivit plusieurs lettres. La première était pleine d'excuses, donc presque inutile. La deuxième accusait sa mère avec trop d'empressement, comme s'il espérait déposer toute sa lâcheté sur une femme déjà condamnée. Isabelle les brûla. La troisième était plus courte. Il y disait qu'il avait compris trop tard que la honte n'était pas d'avoir été manipulé, mais d'avoir trouvé confortable de l'être tant que cela servait ses intérêts. Il ne demandait pas à la revoir. Il lui remettait seulement une clé du cabinet de la marquise, où l'agenda gris pouvait encore se trouver. Isabelle prit la clé sans lui répondre. Dans le cabinet, avec l'aide d'un magistrat, elle trouva effectivement l'agenda. Les petites mains dessinées en marge accompagnaient des initiales, des sommes, des dates et parfois un simple mot consentement. À chaque fois, ce mot désignait une femme qui n'avait probablement pas consenti. Isabelle resta longtemps devant ces pages. Le langage, pensa-t-elle, peut être l'instrument le plus poli de la violence. Elle décida ce jour-là que les filles accueillies à Mercœur apprendraient à lire les contrats avant d'apprendre à sourire au salon. La trace finale d'Émérance fut retrouvée au début de l'hiver dans un village près de Saumur. Elle y avait vécu sous le nom de Madame Avril, donnant des leçons de musique et de botanique à des enfants que personne ne destinait à la musique ni aux livres. Elle était morte 3 ans plus tôt, non dans une chambre d'asile, mais dans un petit lit près d'une fenêtre où l'on voyait des vignes. La femme qui l'avait soignée remit à Isabelle une boîte de bois clair. À l'intérieur se trouvaient quelques partitions, un carnet de plantes,
une mèche de cheveux d'enfant nouée dans un fil rouge et une page adressée à mon Isabelle avec 3 ailes parce que je n'ai pas su lui donner les miennes. Isabelle lut la lettre dans la cuisine de la petite maison pendant que Lucien attendait dehors sous le porche malgré le froid. Émérance n'expliquait pas tout, elle ne se transformait pas en sainte pour rendre la douleur plus acceptable. Elle disait qu'elle avait eu peur, qu'elle avait parfois cessé d'espérer, qu'elle avait signé certaines choses sous menace, mais jamais la renonciation de sa fille. Elle écrivait surtout « Si tu me retrouves trop tard, ne laisse personne te persuader que l'amour arrivé tard ne vaut rien. Il a traversé ce qu'il a pu. » Cette phrase changea quelque chose qu'aucun jugement n'avait pu toucher. Isabelle avait cherché sa mère comme on cherche une innocente à sauver. Elle découvrait une femme réelle, courageuse et brisée, lucide et parfois découragée, capable d'aimer son enfant sans réussir à revenir. Cela faisait plus mal et c'était plus vrai. Elle passa la nuit dans cette maison non pour jouer à l'orpheline tragique, mais pour accorder à son corps le droit de comprendre où Émérance avait respiré. Lucien fit porter du bois, de la nourriture et des couvertures, puis resta à l'auberge. Il n'envoya pas de lettres. Il ne demanda pas à être utile davantage. Le matin, Isabelle trouva seulement sur le seuil une paire de gants neufs en laine très simple, sans broderie, accompagnée d'un mot « pour vos mains lorsqu'elles ne porteront plus l'épreuve ». Elle sourit malgré ses yeux gonflés. Ce n'était pas un bijou, pas une demande, pas une marque de possession. C'était une attention qui reconnaissait la fatigue de ses mains après la bataille. Elle enfila les gants neufs et garda le vieux gant d'Émérance dans sa boîte. Les mois qui suivirent furent consacrés à reconstruire sans se presser. Isabelle fit de Mercœur une maison ouverte aux femmes dont les familles avaient rendu la vérité trop dangereuse. Il ne s'agissait pas d'un refuge triste, mais d'un lieu vivant avec une salle de lecture, une serre restaurée, des cours de musique, de calcul, de droit élémentaire et de correspondance. Madame de Sorel y enseignait la tenue des comptes comme une manière de réparer ces années de silence par des outils concrets. Rosalie, installée dans une petite maison du domaine, refusait d'être traitée en protégée. Elle dirigeait la lingerie avec une haute autorité qui faisait trembler les jeunes domestiques et sourire Isabelle. Sur un mur de la serre, on plaça sous verre les 3 fils rouges du gant, non comme une relique sacrée, mais comme un rappel ce que l'on cache dans les petites choses peut un jour renverser les grandes. Isabelle apprit aussi à dormir sans garder la clé sous son oreiller. La première nuit, où elle oublia de verrouiller sa porte, elle se réveilla effrayée, puis resta immobile dans le matin clair. Rien n'était entré. Le monde n'était pas devenu sûr, mais sa chambre n'était plus une prison. Lucien venait moins souvent puis mieux. Au début, chaque visite avait encore le goût des dossiers et des réparations. Ensuite, il apporta des livres, des boutures rares pour la serre des nouvelles, d'une femme retrouvée en Normandie, un rire inattendu lorsqu'un enfant renversa de l'encre sur son habit. Isabelle découvrit qu'il n'était pas seulement grave. Sa douceur apparaissait dans les détails comme ces plantes qui ne fleurissent qu'à l'ombre avant de surprendre un matin. Un soir, elle le trouva dans la salle de lecture, aidant une jeune pensionnaire à comprendre la différence entre une dette et une obligation morale. La phrase était austère, la patience avec laquelle il l'expliquait ne l'était pas. Isabelle resta dans l'embrasure sans parler. Elle sentit alors que son cœur ne bondissait pas, comme dans les romans de jeunesse. Il s'ouvrait lentement, avec prudence, comme une maison longtemps fermée, dont on entr'ouvre les volets pour voir si la lumière fait encore mal. Ce sentiment ne l'effraya pas autant qu'elle l'aurait cru. Peut-être parce que Lucien ne cherchait pas à entrer avant d'être invité. Un jour de printemps, presque 1 an après la rupture publique, Lucien demanda à Isabelle de marcher avec lui jusqu'à la serre verte. Les vignes commençaient à reprendre, et l'air avait cette douceur fragile des saisons qui ne promettent pas encore l'été, mais cessent de menacer. Il ne s'agenouilla pas. Il ne sortit aucun écrin, aucun contrat, aucune phrase destinée aux chroniqueurs. Il s'arrêta près de la table où l'on faisait germer les plantes médicinales et posa une main sur le bois ancien.
Le soir où monsieur de Cazalès vous a humilié, dit-il, j'ai employé des mots que je regrette encore. J'ai dit que je réclamais votre main, comme si une main pouvait être réclamée, même au nom de la justice. Depuis, je vous ai vu reprendre ce que d'autres avaient signé à votre place. Votre nom, votre maison, votre colère, votre tendresse, votre droit d'attendre. Je vous aime, Isabelle. Mais je ne veux pas que cet amour devienne une nouvelle manière de vous presser. Je ne vous demande donc pas votre main. Je vous demande seulement si un jour vous accepteriez que la mienne marche près de la vôtre. Isabelle ne répondit pas aussitôt. Elle avait appris à se méfier des instants où le cœur voudrait récompenser quelqu'un pour sa patience. La gratitude peut ressembler à l'amour lorsqu'on sort d'une longue injustice. Elle regarda ses mains. Elle ne portait ni le vieux gant d'Émérance, ni les gants de laine offerts à Saumur. Elles étaient nues, un peu marquées par le travail de la serre libre. Je ne veux pas être l'histoire d'un duc qui répare une femme brisée, dit-elle. Lucien répondit sans hésiter, moi non plus. Elle leva les yeux. Je ne veux pas quitter Mercœur pour devenir une décoration de Montauran. Il dit, alors Montauran apprendra à vivre avec une duchesse qui a sa propre maison où il se passera de duchesse. Elle faillit sourire. Je ne pardonne pas à votre père parce que je vous aime. Sa voix se fit plus basse. Je ne vous le demanderai jamais. Alors, seulement Isabelle sentit que sa réponse pouvait venir d'elle, non d'une pression, non d'une dette, non d'une scène. Elle tendit la main. Dans ce cas, Lucien, vous pouvez marcher près de moi. Pas devant, pas à ma place. Près de moi. Ils ne te marièrent pas immédiatement. Cette lenteur fit beaucoup parler. Les salons qui avaient réclamé le scandale réclamaient maintenant une conclusion, comme si la vie d'Isabelle devait obéir au rythme des conversations mondaines. Elle les déçut avec une grande sérénité. Elle voulut d'abord achever l'ouverture de la salle de droit, installer Rosalie, publier sous le nom d'Émérance les partitions retrouvées et faire inscrire sur la tombe de sa mère non seulement les dates corrigées, mais une phrase choisie par elle. Elle ne consentit pas à disparaître. Lucien attendit sans transformer son attente en preuve de supériorité. Parfois, ils se disputaient. Elle lui reprochait de porter trop naturellement l'habitude de décider vite. Il lui reprochait avec prudence de confondre parfois toute aide avec une menace. Ils apprenaient. Cet apprentissage valait mieux qu'une passion trop parfaite parce qu'il laissait à chacun sa vérité entière. Lorsque, enfin, Isabelle fixa la date du mariage, elle choisit une petite chapelle proche de Mercœur, un matin clair, avec peu d'invités et beaucoup de fenêtres ouvertes. Le jour du mariage, Isabelle ne porta pas de voile lourd. Elle portait une robe simple d'un blanc adouci par une ceinture couleur feuille, et dans sa manche, cousu à l'intérieur sans être visible, un fragment du vieux gant d'Émérance. Non pour rester prisonnière du passé, mais pour que la main de sa mère accompagne la sienne sans la retenir. Lucien l'attendait devant l'autel plus ému qu'il ne voulait le montrer. Henri n'était pas là, la marquise non plus. Leur absence n'avait pas besoin d'être commentée. Madame de Sorel pleurait doucement, Rosalie surveillait les enfants qui gigotaient sur le premier banc et plusieurs femmes retrouvées grâce aux archives occupaient les places que les grandes familles avaient autrefois refusées aux vérités dérangeantes. Lorsque le prêtre demanda si Isabelle consentait, elle sentit dans ce mot tout le poids de celle à qui on l'avait volé. Elle répondit clairement « Oui, je le choisis ». Lucien, en entendant cette nuance, baissa la tête. Il avait compris, ce « oui » n'effaçait rien. Il n'était pas la fin d'une blessure. Il était la preuve qu'une main enfin se donnait sans peur. La vie qui suivit ne fut pas un conte immobile. Isabelle devint duchesse de Montauran, sans cesser d'être la maîtresse de Mercœur. Elle obligea les intendants des deux maisons à présenter les comptes de manière lisible aux femmes de la famille, ce qui parut à certains une fantaisie presque révolutionnaire. Lucien la soutint parfois avec amusement, parfois avec la fatigue d'un homme qui voit ses habitudes bousculées jusque dans les tiroirs les plus pratiques. Ils eurent des soirées tendres, des matins silencieux, des jours où les morts revenaient sans prévenir. Quand Isabelle entendait une voiture
s'arrêtait trop brusquement dans la cour, son corps se souvenait encore des enlèvements, des transferts, des portes fermées. Lucien n'essayait pas de la convaincre qu'elle n'avait plus rien à craindre. Il lui demandait seulement « Voulez-vous que j'aille le voir ou préférez-vous y aller vous-même » Cette question répétée avec douceur devint une forme d'amour. Elle lui rendait le choix dans les moments où la peur voulait le reprendre. Peu à peu, Isabelle comprit que guérir ne signifie pas oublier le bruit des serrures. C'est apprendre que l'on possède désormais la clé. Des années plus tard, la scène de la rupture fut encore racontée dans les salons, mais elle changea de forme à mesure que ceux qui n'avaient rien compris tentaient de l'embellir. On disait que le duc avait vu une beauté humiliée et l'avait aimée au premier regard. On disait qu'Isabelle avait été vengée par un grand seigneur. On disait qu'un gant mystérieux avait renversé une marquise. Toutes ces versions étaient trop simples. La vérité était plus lente et plus noble. Isabelle n'avait pas été sauvée parce qu'un duc avait réclamé sa main. Elle avait été sauvée parce qu'elle avait refusé que sa main fût encore l'objet d'un marché, d'un diagnostic, d'une réparation ou d'un récit écrit par d'autres. Lucien n'était pas devenu digne d'elle en la défendant dans un salon, mais en acceptant que la vérité abîme son propre nom. Émérance que l'on avait voulu réduire à une morte instable était revenue par un gant, une serre 3 fils rouges et l'obstination d'une fille qui savait lire les détails. Le soir à Mercœur, lorsque les jeunes pensionnaires travaillaient près des fenêtres ouvertes, Isabelle gardait parfois le vieux gant sous verre dans la salle de lecture. Au-dessous, elle avait fait graver une phrase simple « Une main ne se donne jamais par peur ». Un soir d'été, alors que le soleil tombait sur la serre restaurée, la petite fille d'Isabelle demanda pourquoi un gant si vieux avait droit à une place plus belle que les portraits. Isabelle prit le temps de répondre. Lucien, assis non loin, leva les yeux de son livre. Parce que ce gant a gardé la mémoire d'une femme quand les hommes avaient falsifié les papiers, dit Isabelle. L'enfant fronça les sourcils, trouvant cela très sérieux. Et parce qu'il m'a appris qu'une chose fragile peut survivre à ceux qui la méprisent. Elle ouvrit la vitrine non pour sortir le gant, mais pour vérifier que les 3 fils rouges étaient toujours là. Ils l'étaient. Dehors, les feuilles bougeaient doucement contre les vitres, et l'on entendait au loin les voix des jeunes filles qui répétaient une leçon de lecture. Lucien s'approcha et posa sa main près de celle d'Isabelle sans la couvrir. Après tant d'années, il gardait encore cette délicatesse. Elle sourit, puis posa elle-même ses doigts sur les siens. Ce geste tranquille contenait tout ce que le salon des Casales n'avait jamais compris. L'amour le plus profond n'est pas celui qui réclame une main devant le monde, mais celui qui attend qu'elle vienne librement. Et c'est ainsi qu'une rupture pensée pour effacer Isabelle de Lormont révéla un mensonge plus vaste que toutes les familles qui l'avaient protégée. Si cette histoire vous accompagne encore quelques instants après la dernière phrase, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus touché, le vieux gant d'Émérance, le courage d'Isabelle devant le conseil ou la patience de Lucien lorsqu'il a choisi de ne jamais faire de son amour une dette. Si vous aimez les récits où les secrets de famille se dénouent lentement, où les femmes reprennent leur nom et où l'amour arrive avec respect plutôt qu'avec bruit, abonnez-vous à Rêve d'amour. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Que votre soirée soit douce, paisible et que vos propres silences trouvent un jour la lumière qu'ils méritent.